J'ai renoncé à un salaire de 152 000 annuel à Santé Canada. C'est vrai? Oui, pour me lancer. Et imaginez... 152 000, ça c'est un bon salaire ça ici, non? Oui, oui. Presque être pauvre au Canada, c'est un choix. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités à créer. La preuve, il n'y a pas encore de pont établi entre le Canada et l'Afrique, vraiment solidement. Donc, en ce moment, la stratégie que je suis en train de mettre en place, c'est vraiment d'être un acteur clé dans ce partenariat-là et tout. Donc, on a breveté une technologie, une solution médicamenteuse qui permet d'identifier et prévenir ça. Et c'est ça que le ministre de la Santé et l'AIRP en Côte d'Ivoire ont approuvé notre projet. Et on a signé un contrat de 2,1 millions avec eux pour ça, qu'on doit déployer en septembre. Excellent. De plus en plus, on a beaucoup de demandes de la Jamaïque, Colombie et tout. Pas plus tard qu'hier, on était avec la délégation colombienne pour les aider à faire accélérer leurs tests et tout pour les avocats, les choses qu'ils livrent ici au Canada. Donc, aujourd'hui, tu penses que ton patrimoine est à peu près de combien? Donc, écoute, je vais le dire tout là. Je suis super content parce que cette année, quand j'ai fait mes impôts, j'ai déclaré 1,6 million. Et j'étais content parce que moi, quand j'avais commencé, j'étais arrivé ici, je dormais dans les dortoirs où est-ce que les itinérants dorment. Wow. Tu payais 6 $ par nuit, j'avais pas de place où dormir, j'avais rien du tout là. J'avais tout perdu, je ne pouvais pas aller à l'école, c'est la dépression, je ne pouvais pas. Je me suis retroussé les manches, j'ai travaillé comme un malade, je faisais 3 boulots, je m'en foutais. Les gens me regardaient, « Ah, tu fais la vaisselle ». Moi, j'avais un objectif dans ma tête, où est-ce que je voulais me rendre, piler de l'argent, avoir mon propre logement à 25 ans, m'inscrire à l'école de médecine. J'ai suivi mon plan de match et j'étais très rigoureux dans ma stratégie de dépense. La seule limite que tu as, c'est celui que tu t'imposes à toi-même. Parce que au Canada, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'argent pour réussir. Être pauvre au Canada est un choix. Voilà une phrase choc que j'ai entendue au cours de l'interview qui va suivre et qui devrait nous faire tous réfléchir. Je discute aujourd'hui avec un jeune entrepreneur hyper talentueux qui nous vient de Mauritanie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des Mauritaniens sur cette chaîne et qui a un parcours juste hallucinant. Il est arrivé au Canada et en très peu de temps, il s'est retrouvé dans des problèmes énormes. Il avait du mal, il n'avait même pas où dormir et il s'est retrouvé à être plus bas que terre. Et aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui fait des millions de dollars. Il fait du business au Canada, dans le domaine de la santé, mais aussi en Afrique. Il vient de signer un deal à plus de 2 millions avec le gouvernement ivoirien. Bref, très très content d'avoir eu ce moment de discussion avec lui. Avant l'interview, pendant l'interview, il va rencontrer le président français, je crois demain ou après-demain, pour pouvoir parler d'opportunités, de business. Et c'est cette diaspora aussi qu'on veut mettre en avant. Des jeunes qui sont venus au Canada et qui en quelques années se sont frayés un chemin et qui démontrent que c'est juste possible. C'est possible pour la diaspora d'exceller, c'est possible pour la diaspora d'être dans l'élite, c'est possible pour la diaspora d'apporter des solutions qui changent le monde en Afrique. Je ne vous en dis pas plus les amis, on va aller écouter tout de suite Mohamed Diallo et je suis sûr que vous allez ressortir de cette interview en étant juste revigoré, bluffé pour certains d'entre vous, encouragé, motivé. C'est parti. Bonjour monsieur Philippe. Comment tu vas? Oui, ça va super bien. C'est rare qu'il fait beau au Canada, mais aujourd'hui, c'était un beau temps. On en profite. Les lunettes de soleil sont sorties. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Mohamed, pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Mohamed Diallo. Je suis Peul d'origine en Afrique et je suis immunologue, infectiologue et biochimiste de formation. Donc, j'ai aussi une grosse passion pour l'immobilier, autant au Canada qu'en Afrique. Donc, mais je suis un novice tout nouveau dans le domaine et tout. J'ai aussi fondé une société qui s'appelle BioEureca, qui est dans le domaine médical, qui a beaucoup de succès ici au Canada, déployée dans les hôpitaux, dans beaucoup de compagnies dans l'agroalimentaire et aussi au Qatar. Et voilà, on est... Et ta solution fait quoi? Donc, c'est ça. BioEureca, on a différents produits, dont le principal, c'est aider les hôpitaux et les pays en voie de développement d'identifier rapidement les pathogènes tels que les bactéries, les virus, les moisissures, les champignons. Actuellement, ça prend beaucoup de délais avec les processus existants, où ça coûte trop cher pour faire l'identification. Par exemple, quelqu'un qui va à l'hôpital, qui ne sait pas pourquoi il est malade, le médecin demande une prise de sang, un échantillon d'urine, ou des choses, ça peut prendre plusieurs jours, voire des semaines, avant d'avoir sa réponse, les diagnostics et tout.
avec notre technologie, on fait ça en moins de 24 heures. Et aussi la fonctionnalité de pouvoir rouler avec ou sans Internet et pas besoin d'expertise pointue, ben, ça a fait en sorte que il y a un grand intérêt pour le nord du Québec et du Canada parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre spécialisée. Tout le monde va dans les grandes villes pour l'exode. Et aussi, ils n'ont pas accès aux mêmes équipements et problèmes d'Internet. Donc, c'est une solution qu'on essaie de déployer aussi en Afrique parce que c'est un enjeu majeur là-bas. Les gens font juste prendre des antibiotiques pour couvrir beaucoup des maladies et tout, mais en ayant un outil comme la nôtre, ça leur permet d'avoir vraiment le médicament spécifique pour la maladie qu'ils vont avoir un diagnostic. Et une autre solution qu'on vient de signer justement un contrat avec la Côte d'Ivoire, c'est pour aider les femmes enceintes et les nouveau-nés pour identifier l'immunoglobuline D qui fait en sorte que quand il y a une compatibilité d'anticorps entre le père et la mère, mais il y a une complication pour les femmes enceintes liées à la grossesse avant qu'ils accouchent ou même provoquer des morts-nés et tout. Puis c'est un enjeu qui est beaucoup en Afrique de l'Ouest et on a breveté une technologie, une solution médicamenteuse qui permet d'identifier et prévenir ça. Et c'est ça que le ministre de la Santé puis l'AIRP en Côte d'Ivoire ont approuvé notre projet et on a signé un contrat de 2,1 millions avec eux pour ça, qu'on doit déployer en septembre. Excellent. Oui. Au Canada, vous êtes dans combien d'hôpitaux aujourd'hui à peu près? Donc, on est en projet pilote avec 3 dans l'hôpital général d'Ottawa. Et au Qatar, c'est la même chose. Dans l'agroalimentaire, on est dans plusieurs industries. Et de plus en plus, on a des demandes aussi des gens de l'extérieur qui veulent vendre leurs produits, des denrées ici. Je sais qu'il y en a beaucoup d'Afrique qui font ça. Mangue, produits transformés, des cacao. Ils voudraient vendre au Canada. C'est un bon marché pour ça, surtout avec les tarifs douaniers américains. Ben, le Canada cherche à avoir d'autres débouchés. Et l'Europe, ce n'est pas une alternative parce que ça coûte plus cher en euros. Donc, ça va coûter plus cher aux consommateurs canadiens. Donc, la stratégie, le Canada a présenté son plan stratégique pour l'Afrique. Et je fais partie, justement, je m'en vais à Paris, de la délégation d'affaires mondiales Canada. Et je fais partie de ces groupes de discussion-là. Et une des solutions que je propose beaucoup, c'est l'Afrique. Et je commence à parler avec les différents fournisseurs, exemple des mangues, les clémentines, les oranges. Il y en a beaucoup en Afrique, les fraises ou d'autres produits transformés. On a remarqué que même avec les frais de douane de l'Afrique et du Canada, le consommateur québécois-canadien va payer 402% moins cher que si ça vient des États-Unis. Parce que les camionneurs, les pénuries de conducteurs de camions, les frais de 25% supplémentaires que Trump a fait et les ouragans, parce que la plupart des choses sont faites à LA ou en Floride, donc ça coûte extrêmement cher aux Canadiens. Oui, donc même si c'est plus de voyagement d'Afrique, ça demeure que c'est une opportunité incroyable pour le Canada de pouvoir avoir des partenaires stratégiques. Maintenant, la chose qui vient souvent, c'est la peur, le manque de fiabilité pays en Afrique ou les problèmes de logistique. Donc, nous, on essaie de travailler avec des partenaires pour voir des opportunités solides et des gens fiables pour pouvoir leur octroyer des gros contrats et qui vont être capables de livrer des gros volumes parce que c'est un vaste pays ici et le gouvernement, c'est son objectif principal. Et on a mis d'autres acteurs comme sur la table qu'on essaie d'avoir une partie prenante des deux côtés. On va pouvoir en parler en détail et tout parce que c'est une opportunité incroyable avec ce qui se passe là. Le Canada veut enlever sa dépendance des États-Unis parce que 85% de tout ce qu'on consomme ici, 6 mois dans l'année à cause de l'hiver, le sol est gelé, vient des États-Unis. Et c'est une problématique là, je ne sais pas, les gens que tu vas connaître au Canada ici vont te le dire. Là, le prix de l'épicerie a explosé ici. C'est incroyable. Donc, c'est grosso modo. Puis pour ces fruits et produits transformés-là, pour venir au Canada, ils sont obligés de tester au lab, voir s'il y a la présence des E. coli, salmonelle et autres. Et ça leur coûte très cher. Et nous, de plus en plus, on a beaucoup de demandes de la Jamaïque, Colombie et tout. Pas plus tard qu'hier, on était avec la délégation colombienne pour les aider à faire accélérer leurs tests et tout pour les avocats, les choses qu'ils livrent ici au Canada. Donc on était surpris vraiment
de la demande et tout, puis on essaie d'anticiper la même chose pour l'Afrique et tout, donc de bien se positionner, être le pont et tout, genre, entre le Canada. Mais est-ce que l'Afrique, c'est pas trop loin par rapport à l'Amérique latine pour les approvisionnements? Oui, mais c'est une question d'appartenance aussi, parce que je suis quand même d'origine africaine, et au final, quand c'est pour venir ici, par voie aérienne, ça coûte quand même trop cher. Mais par voie terrestre, ils vont être obligés de passer par les États-Unis. Donc, ça revient au même coût, même plus cher. Donc, on a remarqué que le Canada a deux volets. Le premier volet, c'est vraiment le côté philanthropique, de dire qu'on contribue à aider un pays émergent, et une histoire de géopolitique, de se positionner, créer une relation. Je ne sais pas si c'est moi seulement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises canadiennes où le gouvernement canadien est moins présent comparé à la France et d'autres pays d'Europe et tout. Donc c'est une stratégie qu'ils veulent vraiment développer, parce qu'en créant des partenariats stratégiques, ben, ça va déboucher à d'autres aspects, peut-être un peu plus géopolitiques. Donc c'est un peu ça que le gouvernement essaie de faire. Surtout la nouvelle administration gouvernementale, c'est ça leur objectif principal. Ils ne se sont pas dit l'Amérique latine et tout, parce que l'Amérique latine, son plus gros marché, c'est les États-Unis. Les États-Unis, oui. Donc, ils préfèrent. Puis les États-Unis, ben, la stratégie de Trump, c'est si tu ne fais pas affaire avec nous, ou si tu n'acceptes pas telle condition de blocus avec tel pays, ben, nous, on va arrêter de faire affaire avec toi. C'est un peu la même chose. Pourquoi il y a le blocus à Cuba? Il manque de nourriture et des choses. Donc, les gens évite de aider Cuba, parce que dès que tu fais ça, tu vas avoir les États-Unis sur le dos. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu le jeu. Ouais. Très bien, très bien, très bien, très bien. Wow. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, tu fais de la technologie, en fait, médicale. Oui. Et comment tu es tombé là-dedans? C'est ta formation de base? Oui, donc je travaillais pour Santé Canada. Et à chaque fois que je travaillais... Là, tu es arrivé au Canada à quel moment, toi? Ça fait 15 ans. Ok, tu es venu pour tes études? 15, ouais, je suis venu pour mes études, ma soeur était ici, et j'avais hâte de venir au Canada, mais je ne savais pas pour l'hiver. donc j'y ai goûté, c'était pas facile, mais voilà, j'adore ça et tout, parce que c'est un pays qui est jeune comparé aux États-Unis, l'Europe, donc il y a beaucoup à faire. Il y a énormément d'opportunités, et il y a des gens qui me disaient toujours, presque être pauvre au Canada, c'est un choix. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités à créer. La preuve, il n'y a pas encore de pont établi entre le Canada et l'Afrique, vraiment solidement. Donc, en ce moment, la stratégie que je suis en train de mettre en place, c'est vraiment d'être un acteur clé dans ce partenariat-là et tout. Donc, j'ai des bonnes relations côté gouvernemental, et je commence à en avoir de plus en plus en Afrique. Donc, ça facilite les choses, et je me positionne vraiment pour ça. Puis d'ailleurs, tous mes déplacements sont couverts par le gouvernement canadien, donc pour aller en Afrique. Donc c'est un des avantages aussi que j'essaie de profiter au maximum. Mais qu'est-ce qui explique d'après toi que les autres migrants qui sont là bien avant toi n'aient pas fait le lien pour faire des ponts entre le Canada et l'Afrique, alors que, comme tu le dis, le Canada c'est un jeune pays, il y a énormément d'opportunités. Qu'est-ce qui fait que toi tu aies vu ça et les autres En fait, la première chose qui m'a frappé, c'est aussi de regarder l'Afrique. Je me dis, on parle beaucoup les corruptions, toutes les choses qui se passent dans la haute sphère. Tout le monde veut juste se remplir les poches. Je me dis, avec tous les cerveaux que je vois, des gens d'origine africaine qui ont des postes haut placés à la banque, qui connaissent les structures financières, comment faire une bonne gouvernance, qui lead des entreprises ici, comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à former ou aider pour faire en Afrique? Donc, en fait, j'ai juste réalisé que la plupart des gens, ils sont bien dans leur confort. Ils acceptent le statu quo. Donc, pour eux, retourner en Afrique, c'est synonyme de vacances, rencontrer la famille. Donc, de se rentrer dans les problématiques, parce que tout est une question de relations, donner de l'argent, comme tout le monde veut avoir son épingle du jeu. Donc, je pense que c'est la paresse ou la fatigue de jouer tous ces rouages-là qui fait que les gens veulent pas se fatiguer dans ces jeux-là. Donc, ils viennent voir la famille, ils profitent, ils retournent au Canada.
Donc, et ça demande beaucoup de travail, là. C'est comme essayer de créer des liens, c'est beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'appels. Et malheureusement, tu parles avec beaucoup de gens avant de trouver la bonne personne. La preuve, vu que ma position chez Santé Canada, je faisais partie des équipements médicaux liés et autres en Afrique. Et mon meilleur ami d'enfance, je ne vais pas nommer de nom, j'ai rempli un conteneur, tout. J'ai envoyé, c'était pour aller au Mali. Il m'a dit, ouais, tout est arrivé et tout. Il était super content parce que c'est un hôpital que j'avais visité. Ils n'avaient rien. La salle d'attente, les gens étaient assis par terre. La salle d'accouchement, c'était horrible. Je voulais pleurer. J'ai trouvé des équipements et tout à envoyer. Et il a tout vendu. Il a tout détourné. Ton ami? Oui. Il m'a bloqué partout. Donc, moi, j'étais super content de retourner pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il n'y a absolument rien. C'est même des conditions encore plus pires. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, les gens ne voient pas le big picture. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout de suite, je pense à l'opportunité tout de suite, mais remplir les poches. Et ils ne voient pas la vision dans son ensemble parce que une relation comme ça, c'était un premier, il y en aurait eu d'autres et tout le monde aurait pu tirer son épingle du jeu, mais voilà, c'est un peu le problème des gens. Ils veulent saisir des opportunités immédiates, mais pas bâtir quelque chose comme que sur le long terme. Je pense que c'est tous ces mélanges qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas s'investir pour créer des choses en Afrique et tout, parce que... Comment quand tu tombes j'ai bien compris, comment tu tombes dans l'entrepreneuriat quand on sait que la plupart des migrants ici font des jobs, 9 to 5, ils sont dans le salariat, ils gagnent leur argent tranquillement. Toi, tu es allé dans... Et puis, et c'est aussi pour ça que je fais ce genre d'interview. C'est pour montrer aux gens qu'il y a des gens comme toi, jeunes, qui sont venus, qui ont osé dans le business et pour qui ça marche. Ben, c'était pas facile, hein, parce que la vérité, c'est que j'ai renoncé à un salaire de 152 000 annuel à Santé Canada. C'est vrai? Oui, pour me lancer. Et imaginez... 152 000, ça c'est un bon salaire, ça ici, non? Oui, oui. Imaginez quand j'ai annoncé ça à ma mère. Toute ma vie, tous les diplômes que j'ai acquis, dire que j'ai renoncé à mon travail, elle ne comprend pas. Ben oui, c'est normal. Pour elle, c'est... Il faut que tu travailles pour les gens. J'ai dit, mais les gens qui sont d'autres entreprises privées que j'ai travaillé, mais ils sont comme moi. Et il y a un travail que j'ai fait, je ne veux pas nommer. Mon boss, il arrivait de temps en temps en hélicoptère. Je te jure, et en short. Ça m'a choqué parce que je me dis, mais lui, il s'est défoncé pour créer sa société, plus de 2000 employés. Nous, on est là, on est juste des numéros, en fait. Parce qu'en haut, si lui, il travaille pour son rêve, en fait. Oui, mais c'est que s'il doit couper des budgets ou des choses, on est juste des numéros. Il va juste nous couper et c'est fini. Et je n'étais pas maître de mon agenda. Quand est-ce que je peux prendre congé, quand est-ce que je vais voyager et autres. Et moi, je veux avoir cette liberté-là. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis dit, ce ne sera pas facile. Chacun a un chemin différent. Mais c'est lui qui ne tente rien à rien. J'ai dit, je vais me lancer. Il y a des gens qui ne vont pas te croire. Ils vont dire, il a laissé 152 000. Oui, je te jure. Il ment. Et j'ai des collègues qui sont témoins. Qui peuvent témoigner, oui. Oui, j'ai laissé. C'est un gros pari que j'ai fait. Je ne dormais pas. C'était beaucoup de stress. Mais j'ai réussi. Mais quand tu as décidé de te lancer, tu avais déjà identifié la niche? Oui, j'avais commencé. Au début, je faisais les deux en même temps, mais à un moment donné, j'ai juste réalisé, tous les gens qui ont réussi, c'est qu'en fait, c'est pas des 40 heures semaine, c'est des heures et des heures à pu finir, week-end, soir, à se défoncer dans leur projet pour que ça fonctionne. Donc, je me suis mis un coussin financier, j'ai dit, j'y vais. J'ai beaucoup de diplômes, mon domaine d'expertise, elle est beaucoup demandée, donc si ça marche pas, tu vas revenir. Je retourne travailler. En fait, je me suis dit, vaut mieux faire ça avant la quarantaine parce que je peux me permettre d'échouer, de faire des erreurs. Et pour moi, je suis un scientifique. Les erreurs, ça n'existe pas. Tout ce que tu fais, c'est une découverte. Tu viens d'apprendre que telle méthode ne fonctionne pas ou telle façon de faire. Donc, je suis parti avec ce mindset-là et me dire, ben, j'y vais. Et je faisais la diversification des revenus. J'ai regardé tous les gens que je connais ou que j'écoute leurs histoires. Ils ont un peu diversifié. Je me suis dit, s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, ben peut-être un autre qui va fonctionner. Et c'est comme ça que les investisseurs font. Ils investissent dans une dizaine de projets pour espérer avoir une licorne qui va réussir. Donc, ils acceptent ce risque-là, en fait.
Et c'est drôle parce que j'ai un ami à Montréal ici qui a un bar, un nightclub. Et il m'a raconté qu'il y a une fille qui travaille pour elle, pour lui. Et à chaque soir, il lui vole en shooter, donner des drinks gratuits aux gens, plus de 3 000 $. Et lui, il sait, mais il accepte ça. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, à chaque soir, cette fille-là, elle invite beaucoup de gens. L'argent qu'elle m'amène et tout, mais ça fait en sorte que j'ai fait le calcul. Le bien que ça m'amène, ça vaut pas la peine que je la veuille. Donc, il a accepté ça dans son stratégie et la plupart des investisseurs, c'est ça qu'ils font. Ils investissent dans plusieurs projets et ils acceptent que... Ils savent qu'ils vont perdre 9 projets sur 10. C'est ça, exactement. Donc, je suis allé avec la même façon de penser. Ouais. Et ça ne veut pas dire que toutes les choses que je suis en train de faire en Afrique, toutes vont fonctionner. Et il faut juste que j'ai un bon coup. J'ai un bon coup, ça va faire une escalabilité et une notoriété, une crédibilité. Et tu es l'exemple parfait pour ça. Donc, si tu réussis dans quelque chose, que tu en essaies plusieurs, tu réussis dans un truc, après ça t'ouvre plusieurs opportunités et tout. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de faire. Excellent. Et de mettre en place. Ouais. Comment tu fais pour travailler avec le gouvernement de Côte d'Ivoire alors que tu es au Canada et tu n'es même pas ivoirien? Oui, ben, en fait, ça a commencé par l'AIRP. Donc, j'ai accepté de jouer le jeu que il faut, même si tu vois le ministre dans son bureau, comme, avant de parler, les enveloppes, comme soudoyer les membres. Mais à la minute que j'ai eu son attention, j'ai pu parler de moi. J'ai dit, voici qu'est-ce que j'ai fait. Je suis nommé jeune personnalité de l'année, jeune personnalité d'affaires de l'année au Québec. C'est quand même pas rien. J'ai rencontré les princes héritiers du Qatar. Il y a eu beaucoup de rencontres. J'avais monté mon dossier, je les ai montrés. Le premier ministre du Canada, toutes les choses que j'ai faites, aller représenter le Canada en Belgique, tous les prix, comme les ovations, les brevets et les articles scientifiques que j'ai publiés. Donc, on arrivait à parler sur la même échelle de discussion et de leurs enjeux, comme les chiffres. Arriver là, préparer, c'est toujours important. Ce que j'ai fait réaliser au ministre que, en fait, la Côte d'Ivoire produit moins de 6% dans son sol de qu'est-ce qu'il y a besoin en termes de santé, pharmaceutique et autres. Tout est fait à l'extérieur. Donc moi, je vais travailler avec eux pour permettre d'atteindre un de leurs objectifs d'ici 2030, c'est d'aller jusqu'à 15% d'autonomie de qu'est-ce qu'ils produisent ici. Je dis, mais avec notre solution, si on a une entente, nous, on va déplacer la production. Ouais. Oui, exactement. Et on va s'occuper de former parce qu'il y a 35%, non, c'est pas vrai, 75% des gens en Côte d'Ivoire ont 35 ans et moins. Oui, bien sûr. Beaucoup de jeunes, et c'est la réalité en Afrique de l'Ouest, donc beaucoup de diplômés. Et le gouvernement, il sent la pression parce que le taux de chômage augmente, il n'arrive pas à créer des opportunités. Donc, d'arriver avec une structure comme la nôtre, sachant qu'on a déjà la lettre de l'appui gouvernemental pour investir avec nous, mais le gouvernement ne peut pas comme laisser tomber ça, même s'il n'y a pas son intérêt personnel. Donc, c'était une opportunité en or de saisir parce qu'on s'occupe de la formation, la main-d'œuvre, de travailler comme on ferait ici au Canada avec les normes de la Santé Canada et des FDA et tout. Et je pense que ça n'a même pas pris avant que je reparte de la Côte d'Ivoire que j'ai eu l'appel pour une deuxième rencontre, puis qu'on signe un term sheet, puis avancer rapidement, puis faire des déclarations médiatiques et tout. Donc, c'est assez rapide, hein, parce que tu m'as dit qu'à partir de septembre, là, tu vas commencer à déployer. Oui, mais on a finalisé le deal en décembre. Donc, donc j'avais 9 mois pour le déploiement et tout. Donc, c'est quand même... c'est 9 mois, c'est vite, mais on n'avait pas le choix parce qu'il faut aller vite. Le momentum, malheureusement, c'est pas bien pour le Canada, l'affaire qui se passe avec le Trump, mais c'était le bon moment pour avancer les choses pour l'Afrique et tout. Donc, le gouvernement est réceptif ici, les budgets sont là, qui sont débloqués, Export Canada et tout. Donc toutes les axes étaient alignés pour vraiment aller vite avec ce projet-là. Et tout ça, tu as quel âge aujourd'hui? Vous me donnez quel âge? Je sais pas, moins de 40 ans en tout cas. Oui, j'ai 36. 36 ans. Ouais. Ça fait combien d'années que tu t'es lancé en business? Ça fait 5 ans. 5 ans, donc tu as commencé à 31 ans. Oui.
Aujourd'hui, tu penses que ton patrimoine est à peu près de combien? Donc, ben, écoute, je vais le dire tout là. Je suis super content parce que cette année, quand j'ai fait mes impôts, j'ai déclaré 1,6 million. Et j'étais content parce que moi, quand j'avais commencé, j'étais arrivé ici, je dormais dans les dortoirs où est-ce que les itinérants dorment. Wow. Tu payes 6 par nuit, j'avais pas de place où dormir, j'avais rien du tout là. J'avais tout perdu, je pouvais pas aller à l'école, c'est la dépression, je pouvais pas. Je me suis retroussé les manches, j'ai travaillé comme un malade, je faisais 3 boulots. Je m'en foutais. Les gens me regardaient, « Ah, tu fais la vaisselle. » Moi, j'avais un objectif dans ma tête. Où est-ce que je voulais me rendre? Piler de l'argent, avoir mon propre logement à 25 ans, m'inscrire à l'école de médecine. J'ai suivi mon plan de match. Et j'étais très rigoureux dans ma stratégie de dépenses. Tout le temps, chaque mois, il faut que je dépense juste 20% de mon revenu. Puis le reste, wow. Oui, donc chaque chose que je dépensais, j'écrivais dans mon fichier Excel pour qu'à la fin du mois, je regarde où est-ce que mon argent va. Est-ce que c'est les restaurants, les loisirs? Parce que si tu fais à chaque jour, c'est impossible de voir où est-ce que tu dépenses. Oui, il faut une vision macro. Exactement. Donc c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai réalisé que en coupant à telle place, chaque année, je peux me permettre un voyage ou 2. Donc j'étais vraiment comme ça. Donc je suis allé avec cette stratégie, la discipline, parce que moi, j'avais plus de parents ici. Donc, découvrir les filles, la fête et tout, il y avait beaucoup de tentations. Il fallait que je trouve une façon de vraiment rester cadré sur certaines choses, mes études. J'ai travaillé dans les bars jusqu'à 5 heures du matin. J'avais cours à 8 heures. Je ne me couchais pas, j'étudiais. Parce qu'il fallait que j'ai des bourses, parce que moi, j'étais un étudiant étranger. Et l'échec ne faisait pas partie de l'option. Je payais 25 000 par session à l'université. Donc chaque dollar que je faisais avait un but. Donc, je n'avais pas le luxe de me... Puis j'ai perdu mon père jeune et ma mère était toute seule. On est 6 enfants, elle ne pouvait pas prendre en charge. Donc j'avais pas le choix. Je suis l'aîné de la famille des garçons. Donc, il y avait beaucoup de pression qui faisait que il fallait que je grandisse vite. Je n'avais pas le choix d'être vraiment à mes affaires, comme on dit ici, en fait. Donc, c'est un peu ça, là. Mais pourquoi est-ce que quand tu es arrivé, tu dormais... Tu m'as dit qu'au début, quand tu venais, tu avais ta sœur, non? Oui, il y avait 2 choses. Il y avait ma sœur et voilà, j'avais un peu d'argent. J'ai tout flambé dans les bars, faire la fête. Ah, au début, quand tu es arrivé, Ouais, hein? j'ai tout flambé, j'avais plus d'argent, je m'entendais pas avec elle. Elle voulait plus que je reste chez elle. Et j'étais un adulte, donc voilà, il faut que j'apprenne à me débrouiller. Et j'arrivais pas à garder de boulot. Il y a eu le décès de mon père. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont enchaînées, qui fait que voilà, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Et comparé aux jeunes ici, tu sais, quand tu veux être riche au Canada, les richesses sautent une génération. Parce que quand tu arrives ici, comme moi, tu pars de zéro. C'est pas comme les gens d'ici qui ont déjà une famille, comme ils ont un pass-down, il y a des choses qui sont données. Donc personne ne m'a donné l'éducation financière. Donc, j'avais un téléphone, paiement mensuel, je ne payais pas. Je dis, je lâchais cette compagnie, j'allais avec un autre. Donc, j'ai brûlé mon crédit. Même quand j'ai fini mes études, j'avais de la difficulté à avoir même un téléphone. Donc, personne, logement et tout. Donc, c'était beaucoup de choses qui ont fait en sorte que j'ai fait une faillite personnelle. C'est 7 ans dans mon dossier. Et je suis tombé extrêmement bas. Je me suis juste dit, si mon père était vivant, il n'aurait pas été fier de moi. Puis je ne suis pas un moins que rien. Je sais d'où je viens et je me dis, en fait, j'étais bon à l'école. Pourquoi je ne réussirais pas à faire comme quelqu'un d'autre? Les gens que je connais qui sont riches, ils sont comme moi. Ils ont besoin de dormir, ils ont besoin d'aller aux toilettes. En fait, la seule chose, c'est qu'on n'a pas le même parcours. Mais je me suis dit que je suis capable de faire comme eux. Eux, ils font peut-être 20 000 à chaque 20 minutes ou chaque 1 heure. Moi, peut-être ça va me prendre 1 an, mais je vais le faire. Donc, j'ai commencé à travailler comme un malade. Je me suis vraiment juste fait un autre mindset et de me dire que l'échec n'est pas une option. C'est un choix. Vraiment, je me suis dit ça, puis je suis allé. Et quand maintenant je vois que je vais être à Paris et que, comme demain, et que je fais une présentation
devant des milliers de gens. C'est incroyable. Devant les ministres, je rencontre Macron aussi. C'est incroyable. C'est de où que je suis parti jusqu'à maintenant. Je suis super fier du parcours. Puis j'aimerais que beaucoup de gens voient ça, que c'est pas impossible en fait. C'est d'être bien accompagné. Parce qu'au départ, j'avais beaucoup de gens, mauvais conseils et autres. Être bien accompagné, ça te sauve énormément de problèmes. Parce que des fois, tu sais pas, tu as de l'argent, tu peux faire des mauvais investissements, mauvais moves. Mais quand tu as des bonnes personnes qui sont stratégiques et tout, ils vont t'aider à faire les bonnes choses et tout. Et c'est pour ça que je suis content de te parler parce que j'ai beaucoup d'idées pour l'Afrique. Peut-être que quand je vais t'exposer l'ensemble des choses, mais tu vas pouvoir m'aider à éliminer déjà ce qui ne sont pas viables sur le long terme ou qui ne vont pas apporter une vraie valeur ajoutée et tout ça. Donc, je suis super content d'avoir l'opportunité de discuter avec toi, honnêtement, pour ça. Là. Merci beaucoup parce que je pense que cette interview va parler à énormément de gens qui passent par des moments très difficiles maintenant. Ouais. Ou à d'autres qui se disent que le Canada, ils ne peuvent pas aller plus loin, qu'il y a beaucoup de barrières, de limites. Ouais. Et je veux le mot de la conclusion d'ailleurs, parce qu'on n'a même pas parlé de beaucoup de choses que tu fais. Peut-être qu'on aura d'autres occasions de se reparler. Tu fais dans l'immobilier, tu as des chalets, tu es en train de faire un projet à Jacquesville, en Côte d'Ivoire. Donc, tu fais plein de choses, on ne peut pas tout dire dans une seule interview. Mais pour la fin, je voulais quand même que tu t'adresses aux gens qui sont ici au Canada. Et parce que, en fait, ton interview va donner envie aux gens de se dire, si lui il a fait ça, nous aussi on peut. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui va peut-être être ambitieux suite à cette interview ou quelqu'un qui veut aller plus loin que son 9 to 5, qui veut gagner plus que son salaire, qui veut peut-être se lancer en business ou qui a peur? Et parce que c'est la peur qui bloque les gens généralement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui veut se lancer mais qui a peur? Mais honnêtement, la phrase simple, c'est que la seule limite que tu as, c'est celui que tu t'imposes à toi-même. Parce que au Canada, ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'argent pour réussir. Il y a des opportunités, il y a des règles fiscales, il y a des mécanismes gouvernementaux qui existent. Il faut seulement t'informer, parler avec les bons gens, trouver des bons mentors ou des accompagnateurs. Et ça fait en sorte que vraiment, tu peux ouvrir tes horizons puis voir c'est quoi les différentes opportunités. Et il y a beaucoup de projets, des gens, le reprenariat ici. Il y a beaucoup de gens que, soit leurs enfants ou leurs héritiers, ils n'ont pas l'intérêt pour l'entreprise qu'ils ont fondée, ils sont dans d'autres domaines et tout. Donc, ils ne cherchent pas que tu achètes. Peut-être que c'est la première chose qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est quelqu'un qui va vraiment travailler dans leur projet. Donc, peut-être que tu peux juste être salarié, puis dire que tu prends le rêne de l'entreprise en injectant X montant à la famille et autres. Il y a énormément de possibilités. Il faut accepter d'ouvrir les horizons. Il faut accepter qu'il y a peut-être des opportunités qui vont te demander de sortir de ton zone de confort, dire je dois déménager de Montréal, aller à Ottawa et autres. En fait, il faut juste accepter ça. Et il ne faut pas accepter le statu quo. De dire que moi, je n'ai pas fait d'études, donc je dois accepter le salaire qu'on m'offre dans ma vie. Il ne faut jamais accepter que c'est ta seule limite que tu as. Il faut toujours te dire qu'il y a quelque part quelqu'un qui peut t'offrir plus. Il y a toujours plus à faire. C'est vraiment toi. C'est un combat. C'est comme tu te regardes dans le miroir, tu n'arrives pas à te confronter toi-même. Parce que les jours où tu arrives à faire ça, tu n'as pas de limite, honnêtement. C'est vraiment le mot que je veux partager avec les gens. Merci beaucoup. Vous avez vous-même entendu, tout est possible au Canada et ailleurs. Il faut croire en soi, il faut se donner les moyens. Il a donné une très bonne stratégie là, dont on ne parle pas beaucoup. Mais j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de commencer à zéro. Vous pouvez aller travailler, vous pouvez racheter une entreprise qui existe déjà. Oui. Et il a très bien expliqué, même pour racheter une entreprise, tu n'es pas obligé d'avoir de l'argent. Oui. Tu peux commencer à travailler dans l'entreprise et au fur et à mesure, trouver un moyen de pouvoir payer, même avec ton salaire, une partie qui te rend propriétaire. Et il a dit un point qui est très important. Il y a énormément de personnes en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, qui arrivent à un âge de la retraite et leurs enfants ne veulent pas faire le business que leurs parents faisaient. Il y en a beaucoup comme ça et qui veulent se séparer de leur business. Parfois même, il est même prêt à te donner ça
s'il voit que tu vas vraiment aimer ça et que tu veux vraiment travailler dedans. Oui, tant que tu lui payes une portion, puis tu fais une stratégie de remboursement pour dire, ben, tu veux me vendre ta compagnie 400 000, voici mon plan, je travaille là-dedans. Chaque revenu que je fais pour l'entreprise, je te donne 30 par exemple, jusqu'à temps que tu sois remboursé avec les intérêts. Il y a plusieurs façons de financer. Et j'ai des gens en ce moment-là qui ont saisi des opportunités incroyables et tout, des business familiales qui ne leur appartenaient pas. Et que la personne qui est allée en retraite est super content parce que en Floride, profiter du soleil, les plages, pendant que l'argent continue à rentrer. Donc, toute sa vie, l'entreprise qu'il a créée, il n'est pas obligé de le fermer, quelqu'un d'autre le prend. Donc, c'est une fierté pour cette personne-là de donner cette chance-là. Donc, il y a énormément de façons de faire. Il faut juste s'informer, en fait, et de comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne et tout. Là. On ne l'a pas dit, et c'est important de le préciser, tu es mauritanien. Oui. Parce que je n'ai jamais reçu un Mauritanien sur ma chaîne. J'ai reçu des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais. Et c'est la première fois que j'ai un Mauritanien. Non, c'est pas la première fois. Je crois que j'ai déjà eu un Mauritanien, c'est pas vrai. J'ai déjà eu un Mauritanien qui faisait de l'élevage. En plus, c'est moi qui l'avais formé en plus. Okay. Mais en tout cas, c'est pas tous les jours que je reçois des Mauritaniens. Et tu vois, c'est intéressant avec toi. Je vais te poser cette question. Beaucoup d'Africains, quand ils veulent faire du business en Afrique, ils pensent à leur pays, alors que c'est parfois une erreur. Oui. Toi, tu as voulu faire du business en Afrique, tu n'es pas allé en Mauritanie. Oui, donc j'essaie de ne pas avoir des sentiments dans le business. Et j'ai fait un peu de pays en Afrique. Et il y a deux raisons pourquoi j'hésitais entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et non la Mauritanie. La première principale raison, c'est le port stratégique. Donc, n'importe quoi que tu vas déployer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, après ça, l'escalabilité pour les autres pays en Afrique, c'est plus facile. Parce que les ports ont déjà fait leur preuve. Donc, la stratégie de déploiement, si tu penses à une vision de long terme de croissance, donc, il vaut mieux commencer là. Et la deuxième affaire qui est la plus importante, la stabilité politique. Parce que tous les gens qui vont te donner des promesses gouvernementales et tout, ils sont tous assis sur des chaises exécutables. Si ce n'est pas stable politiquement, tu signes des contrats, ça ne vaut rien. Tu vas avoir mis des millions, ça va partir comme ça. Donc, vaut mieux commencer avec quelque chose de stable qui est facile. Tout est une question de variables. Il y a combien de variables que tu peux contrôler dans une équation et tu regardes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai fait mes choix. Et le gouvernement canadien fait exactement la même chose. Donc, ils vont comme ça. Et c'est pas pour rien que Investissement Québec a installé des bureaux en Côte d'Ivoire et au Sénégal, à Dakar. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est exactement la même stratégie qu'ils font. Et ils vont observer plus en plus, ils vont déployer dans d'autres pays. Mais ces deux pays-là, ils sont déployés là-bas, mais ils desservent les autres pays en Afrique. Mais ce n'est pas le même type de service. Donc j'ai pas besoin de mettre des millions ou des milliers de dollars à faire une étude de marché stratégique et tout. Je vais chercher juste des gens qui ont déjà fait les millions en études stratégiques. Tout à fait. Donc, tu bénéficies de leurs résultats. Exactement. Je n'ai pas besoin d'inventer la roue. Donc, c'est un peu ça pour sauver du temps. Super smart. Ouais. Écoute, merci beaucoup. On va avoir nos discussions en off. Ouais. Et beaucoup de courage pour ce que tu vas faire en France. Ouais, merci. Parce que là, on est en train de courir un peu parce que tu vas à l'aéroport tout de suite. Ouais, on peut manger un truc. Ouais, on va manger et puis après, tu vas y aller. Les amis, j'espère qu'elle vous aura inspiré son interview. C'est un jeune qui est arrivé au Canada avec pas grand-chose, qui en plus a l'humilité de reconnaître qu'il a fait plein d'erreurs, il a flambé tout son argent et il est tombé très très bas. Et moi, son histoire me rappelle un peu celle de l'enfant prodige dans la Bible, qui était le fils d'un roi très riche. Et puis à un moment donné, il a dit à ses parents, c'est bon, donnez-moi mon héritage. Je ne veux plus attendre que mon père meure pour avoir mon héritage. Donc ses parents lui ont donné son héritage. Il est parti et il a flambé tout son héritage, il a tout mangé. Et il est devenu tellement pauvre qu'il arrivait à un niveau là où il mangeait, et il mangeait avec les animaux. C'est-à-dire qu'il travaillait à des endroits et pour manger, il mangeait des animaux. Et il s'est dit que mais c'est pas normal. Je suis quand même le fils d'un grand roi. Ouais. Comment je suis tombé tellement bas que je me retrouve à manger avec des animaux. Ça, c'est pas ma place. Ouais. Et tu vois, ça m'a un peu rappelé ça dans ton parcours de quelqu'un qui est tombé tellement bas. Et il y a eu cette prise de conscience de se dire ce n'est pas ma place. Parce que parfois, les gens tombent si bas et ils restent là-dedans. Ouais. Et toi, tu as pu te dire non,
c'est pas ma place. Et je crois que c'est ce qui est important. Peu importe le niveau dans la vie, hein. Tu peux un mettre dans un bureau, tu peux un mettre cadre. C'est de se dire, je peux obtenir plus. C'est pas ma place. Il ne faut jamais accepter. Voilà. Il y a toujours mieux à faire. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Et c'est la devise, c'est avancer. Il ne faut pas rester stagné, il faut avancer. Donc, je vais donner mon énergie, je veux aider les gens. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont aidé aussi à me rendre là, donc c'est important. Ça me tient à cœur, puis je fais beaucoup d'autres choses en Afrique qu'on n'a pas parlé. J'ai une plateforme de sociofinancement pour les femmes et les enfants. Oui, ouais. Les enfants et les femmes en Afrique, que les gens donnent de l'argent ici, comme Entraide d'Afrique, pour aider là-bas et tout ça. Donc, on va avoir l'occasion. On fera d'autres émissions. Ouais. Merci beaucoup les amis. Passez une bonne journée. Soyez inspirés. Lancez-vous, mais surtout, avancez. Ouais. Peace. Merci.